Inès Messelem, 25 ans, est morte poignardée à plusieurs reprises. Chez elle, c'était à Poitiers le 8 septembre dernier. Son ex-compagnon est le principal suspect. Et depuis la mort de la jeune femme, sa famille dénonce une série de dysfonctionnements. Inès Messelem avait porté plainte à plusieurs reprises contre son compagnon. Elle avait même activé son téléphone grave danger 2 jours avant sa mort. Le suspect avait été interpellé sans être placé en garde à vue. Alors, ce féminicide aurait-il pu être évité ? Je suis Pauline Revenat et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Charlotte Lesage, bonjour, vous êtes journaliste à bfmtv.com. Sylvaine Grévin, bonjour, vous êtes la présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicide. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous reviendrons vers vous sur les dysfonctionnements de la justice et sur l'action justement de ces familles de victimes de féminicide. Mais tout d'abord, avec vous Charlotte, un rappel des faits. Le 8 septembre dernier, une jeune femme est retrouvée morte à Poitiers. Cette jeune femme, elle s'appelle Inès Messelem, elle a 25 ans. Elle a un travail, elle aide des jeunes en décrochage scolaire. Le 8 septembre dernier, elle est retrouvée morte, poignardée, chez elle à Poitiers. Une enquête est immédiatement ouverte pour assassinat. Les enquêteurs vont s'intéresser tout de suite à son cercle proche. Ils découvrent qu'Inès Messelem est célibataire et qu'elle s'est séparée récemment de son compagnon après un peu plus d'1 an de relation. C'est cet homme qui est aujourd'hui le principal suspect. Il n'a pour l'heure pas été interpellé. Il est en fuite et la police le recherche. Cette séparation, le principal suspect a visiblement du mal à l'accepter. C'est en tout cas ce que disent les proches d'Inès Messelem. Cette séparation, il ne veut pas l'entendre, en tout cas au début. Il ne veut pas non plus quitter le domicile de la jeune femme. Il va finir par l'accepter et le couple se sépare. Mais c'est là que débute un long calvaire pour la jeune femme. Son ancien compagnon la harcèle. Il la contacte sur les réseaux sociaux à de nombreuses reprises. Elle le bloque, mais ça ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, il lui envoie des mails et parfois même des menaces de mort. La mère d'Inès explique même qu'il passe tous les jours dans sa rue. La jeune femme n'est pas tranquille, il l'épie. Elle décide de porter plainte, et pas qu'une fois. Elle se rend à 5 reprises au commissariat. On est sur 5 plaintes, c'est énorme. La première remonte au 10 juillet dernier, c'est-à-dire 2 mois avant sa mort. Elle y dénonce des viols, des violences physiques et psychologiques. Et puis 2 jours avant sa mort, son ex-compagnon avait été interpellé. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Inès se déplace au commissariat, on l'équipe d'un téléphone grave danger. C'est un dispositif, un petit téléphone qui a un bouton et qui lui permet de contacter les forces de l'ordre à n'importe quel moment de la journée. Cette femme, elle va s'en servir à 2 reprises. Elle l'active pour la dernière fois 2 jours avant sa mort. Inès Messelem est dans la rue. Elle se sait traquée par son ancien compagnon. D'après son frère, le dispositif n'aurait d'ailleurs pas fonctionné et la jeune femme aurait alors directement contacté le 17. Une équipe de police s'est rendue sur place. L'homme a été interpellé, mais ce n'est pas allé plus loin. Il n'a pas été placé en garde à vue. Et ça, c'est incompréhensible pour la famille d'Inès. Son frère a d'ailleurs des mots forts. Pour lui aujourd'hui, 2 meurtriers sont dans la nature, l'ex-compagnon, mais aussi le système policier et judiciaire. Alors depuis la mort de cette jeune femme, sa famille, elle, déplore une inaction policière. Tout à fait. Sa mère se demande pourquoi sa fille n'a pas été prise au sérieux. Elle a quand même porté plainte à 5 reprises contre son ancien compagnon. Elle avait ce téléphone grave danger. Et je le rappelle, son frère dit qu'il n'a pas toujours fonctionné. Aujourd'hui, la famille d'Inès, elle déplore l'inaction policière et elle demande des comptes. Elle s'est d'ailleurs entourée d'une avocate. Et alors, que disent les pouvoirs publics ? Dimanche, Gérald Darmanin, donc le ministre de la Justice démissionnaire, a réagi sur son compte Twitter à cette affaire et il a annoncé saisir l'inspection générale de la justice. Il est très clair, il veut que toute la lumière soit faite sur cette affaire. L'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, a d'ailleurs été saisie. Et en France, ce dossier rappelle une autre affaire. Ça s'appelle l'affaire Shahnez Daoud. C'est une mère de famille qui est morte brûlée vive par son mari. C'était en mai 2021, en pleine rue en Gironde. Le contexte était quasiment similaire. Le couple était séparé. Elle avait déposé plainte à plusieurs reprises contre lui. Elle n'avait cependant pas de téléphone grave danger. Son mari a été condamné cette année à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais la famille de la jeune fille n'entend pas s'arrêter là puisqu'elle a attaqué l'État pour faute lourde. 2 rapports de l'inspection générale de l'administration et de l'IGPN avaient pointé une série d'erreurs et de défaillances dans ce dossier, notamment une plainte mal enregistrée. Dans cette affaire, 5 policiers avaient écopé de sanctions en janvier 2022. Merci Charlotte pour toutes ces précisions. On va venir vers vous, Sylvaine Grévin, dans une publication postée dimanche par Gérald Darmanin sur X. On le disait, il annonce qu'il vous recevra. Alors d'abord, qu'attendez-vous concrètement de cette rencontre ? Est-ce que vous avez une date qui a été fixée avec le ministre de la Justice ? Alors cette rencontre, je vais la préparer tout simplement parce que nous attendons déjà
des réponses et qu'il fasse toute la lumière à travers ses services de cette affaire concernant Inès. Ça, c'est une première chose, tout simplement parce que nous avons vécu aussi, malheureusement, et vous en parliez tout à l'heure, l'affaire de Shahinez Daoud, qui est d'ailleurs représentant les proches, avec Maître Julien Couton, qui est le conseil en fait des proches de Shahinez. Et pour nous, il n'est absolument pas acceptable que le féminicide de Shahinez, qui a été une bascule, si vous voulez, en France à cette époque, en 2021, des mesures avaient été prises, notamment justement, on parlait tout à l'heure du téléphone grave danger, mais aussi le fait, si vous voulez, que les policiers puissent être mieux formés. Donc, il n'est absolument pas acceptable, et c'est tout à fait ce que je dirais à nouveau à M. Darmanin, qu'un féminicide comme celui d'Inès, après 5 plaintes déposées, puisse encore arriver en France. Je tiens à ajouter également, parce qu'on parle bien évidemment d'Inès Mousselem, mais malheureusement, juste avant elle, près de Saint-Malo, un féminicide a eu lieu, une jeune femme qui elle-même avait déjà déposé 2 plaintes et qui, une semaine plus tard, a été tuée. Avec un auteur, de la même manière, qui n'a pas été placé en garde à vue, qui n'a même pas été interpellé. Donc là, la question vraiment que je vais poser à M. Darmanin, c'est comment finalement il explique cette situation, comment il explique le fait que ces féminicides finalement, je vais dire qu'ils se ressemblent tous dans le mode opératoire, mais pour autant, il n'est pas acceptable qu'une femme comme Inès par exemple, qui fait la démarche de déposer plainte à 5 reprises, finalement en arrive à être tuée. Ça, c'est absolument scandaleux, et j'ai vraiment une pensée pour la famille, et toutes les familles aussi d'ailleurs. Alors, on ne représente pas la famille d'Inès, mais en tout état de cause, j'imagine le désarroi en tout cas de sa famille, de sa maman qui l'avait accompagnée aussi déposer plainte. Et on le voit aujourd'hui quand vous expliquez tous les dossiers, finalement, la question qu'on se pose, c'est pourquoi les plaintes pour violence conjugale n'aboutissent-elles peut-être pas encore, ou aboutissent-elles trop rarement, excusez-moi. Pourquoi on est dans ces situations? Est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que vous le rencontrez? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on se retrouve parfois, là, par exemple, cet été, nous avons eu une recrudescence de féminicides. J'avais été d'ailleurs interviewée pour essayer de comprendre quelle était la cause finalement de cette augmentation, par exemple, des féminicides en été. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, pendant l'été, forcément, vous avez moins d'effectifs, que ce soit au niveau des forces de l'ordre, que ce soit au niveau des magistrats, et parfois, vous avez des dossiers qui sont entre guillemets en perte de vitesse, qui ne sont pas forcément pris en charge aussi rapidement qu'il le faudrait. C'est d'ailleurs très probablement ce qui s'est passé près de Saint-Malo pour Tatiana, qui a été assassinée aussi devant ses 2 filles, je précise. Pour revenir sur le cas d'Inès Mousselem, le fait que son ex-compagnon ait été interpellé sans être placé en garde à vue 2 jours avant sa mort, est-ce que selon vous c'est symptomatique d'un système qui va mal, d'un système défaillant, en tout cas d'un système carencé? Alors moi je dirais que c'est vraiment la question que je souhaite. Il y a une enquête de l'IPGN qui a été demandée par le parquet, et ça, cette question, il va falloir y répondre. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus la faute à pas de chance, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'aujourd'hui vous avez des forces de l'ordre qui sont, depuis le Grenelle en fin de compte, qui sont formées à la prise des plaintes justement des victimes de violences intrafamiliales. Elles ont même une grille d'évaluation pour estimer le danger. Là, dans le contexte d'Inès, après les 5 plaintes, après les antécédents en plus de monsieur, il est incompréhensible que cette personne n'ait pas pu, être placée en garde à vue. Enfin, en tout cas, elle a été placée en garde à vue, mais en tout cas relâchée par la suite, ce qui a été, à mon sens, le déclencheur malheureusement de la mort d'Inès. Donc là, le dysfonctionnement est vraiment majeur, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir aussi vraiment déterminer pour quelles raisons ce monsieur n'a pas été placé, par exemple, en détention provisoire, notamment par le parquet, sur ordre du parquet, et pour quelles raisons ce monsieur, tout simplement,
a été remis dans la nature, ou même pour quelle raison monsieur, n'a pas été placé en comparution immédiate et de façon à ce qu'on puisse, par exemple, lui poser un bracelet anti-rapprochement, ce qui aurait pu, en plus du téléphone grave danger que détenait Inès, en tout cas l'avertir, notamment et avertir aussi tout de suite finalement les forces de l'ordre de la présence de meurtriers. Sachant qu'aujourd'hui, je rappelle quand même que monsieur est toujours en fuite. Hein. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Oui, tout à fait. C'est très préoccupant. Et le téléphone grave danger, vous en parlez justement, est-il suffisant pour protéger ces femmes exposées à la violence de leur conjoint ou de leur ex-conjoint ? Est-ce que cet outil est suffisamment utilisé ? Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire ? Oui, alors il y a des progrès à faire, notamment sur le mode de fonctionnement du TGD. Plusieurs victimes, en tout cas, se sont plaintes en fait de son utilisation. D'ailleurs, de mémoire, je pense que la maman d'Inès a dû le dire à un moment donné aussi. Donc, je sais qu'il y avait eu des améliorations concernant ce téléphone grave danger. Après, c'est un ensemble finalement de mesures qu'il faut mettre en place et en œuvre immédiatement, notamment par rapport à l'évaluation de cette grille de danger. C'est effectivement le TGD, mais c'est aussi le bracelet anti-rapprochement. Le bracelet anti-rapprochement est très peu utilisé. Et ça, c'est quand même assez problématique. Alors, pourquoi ça, c'est aussi encore une réponse. Pendant un moment, c'était une question de moyens, il n'y avait pas suffisamment de bracelets anti-rapprochement. Monsieur Dupond-Moretti avait indiqué que finalement, maintenant, quasiment toutes les juridictions en étaient équipées. Donc, pourquoi n'y a-t-il pas, dans les cadres, notamment de violences intrafamiliales, plus de bracelets anti-rapprochement utilisés? Ça, c'est pareil, c'est une question que j'ai posée à monsieur Darmanin. Et puis parallèlement, il y a de plus en plus de familles qui attaquent l'État pour faute lourde dans les dossiers de féminicide. Est-ce que c'est un moyen de se faire entendre ? Ah mais tout à fait. Et d'ailleurs, nous incitons les familles, en tout cas qui viennent vers nous, que nous pouvons aider, que ce soit lors du procès, que ce soit sur leur accompagnement. Nous les incitons dès lors qu'il y a un dysfonctionnement majeur d'assigner l'État en justice. Pourquoi ? Parce que nous savons que l'État est redevable vis-à-vis de ces femmes qui sont tuées, vis-à-vis aussi même de leurs proches. Et je rappelle aussi que la plupart avaient des enfants. Et je tiens quand même à souligner que en moyenne, vous avez 150 enfants orphelins de mères chaque année suite à un féminicide. Donc, encore une fois, l'État, si vous voulez, ça permet aussi d'assigner l'État, ça permet d'une part de déterminer les responsabilités et de faire en sorte surtout de créer ce qu'on appelle une jurisprudence. La jurisprudence, ça veut dire que dans un autre dossier, par exemple, de féminicide, eh bien, si une autre famille, finalement, décide d'assigner l'État, de déposer plainte contre l'État, eh bien, elle peut, avoir, un parcours beaucoup plus simple suite à son dépôt de plainte et surtout, elle peut obtenir gain de cause beaucoup plus rapidement que la première, par exemple, qui aura déposé plainte dans ce sens. Je précise que cette année, 9 familles ont déposé plainte, assigné l'État en justice pour des dysfonctionnements suite à des féminicides. Est-ce que pour vous, donc vous l'avez déjà un petit peu répondu, l'État a-t-il une responsabilité pleine et entière dans certains féminicides ? Mais je pense que vous avez déjà un peu répondu. Oui, j'ai répondu, tout à fait. L'État a une responsabilité. Et je dirais qu'à défaut de l'État, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, une famille, par exemple, qui constate des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge de leurs proches, ne peut pas facilement, si vous voulez, déposer plainte, par exemple, contre le juge d'instruction, par exemple, qui a malmené l'affaire, ou contre un parquet, un procureur, parce que ça relève, si vous voulez, du Conseil supérieur de la magistrature. Je voudrais quand même préciser que dans le cadre, par exemple, de mon affaire personnelle, parce que malheureusement, j'ai perdu moi-même ma sœur en 2017, j'ai fait condamner l'État pour dysfonctionnement et pour faute lourde en mai 2021. Et j'ai donc en mai 2025, j'avais assigné en fait le Conseil supérieur de la magistrature à l'encontre d'une magistrate et je viens d'obtenir en tout cas gain de cause puisque cette magistrate sera renvoyée devant le Conseil de discipline. C'est la première fois que ça arrive. C'est-à-dire que en 2024, des citations directes par des justiciables comme moi, c'est-à-dire des victimes comme moi, n'aboutissent jamais. Cette année, ça aboutit. Donc nous, on incite finalement aussi à ce que quelque part un policier, par exemple, un gendarme, vous pouvez déposer plainte directement contre lui.
Un magistrat, par exemple, si on estime que un auteur, par exemple, n'a pas été, par exemple, placé en garde à vue, ou a été en tout cas relâché, parce que souvent c'est sur ordre du parquet, il faut bien le dire, c'est-à-dire que les forces de l'ordre, si vous voulez, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles interpellent le suspect. Ensuite, elle le place en garde à vue, mais elle le place en garde à vue sur ordre du parquet. Et si monsieur est relâché, c'est qu'entre-temps, le dossier, typiquement là par exemple de Inès Messenel, a été transféré au parquet et il y a une décision à un moment ou à l'autre de dire vous pouvez relâcher cette personne. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi qu'il y ait cette inspection que je réclame à M. Darmanin, justement du fonctionnement de la justice, en plus du fonctionnement de la police nationale dans le cadre de cette affaire, malheureusement. Et aujourd'hui, comment protéger, ce sera la dernière question, mais comment protéger ces femmes victimes de violences conjugales ? Comment les protéger ? Il faut les protéger déjà en amont. Vous savez, le continuum féminicidaire, c'est quelque chose de très complexe. Ça passe déjà avant par l'éducation, par la sensibilisation déjà auprès des plus jeunes, ce que nous faisons nous avec la Fédération nationale des victimes de féminicide. Une formation dont je parlais tout à l'heure, et ça c'est typiquement ce que je vais demander à M. Darmanin, parce que aujourd'hui les formations, il faut bien comprendre que les formations pour les violences intrafamiliales des forces de l'ordre, c'est sur la base du bénévolat. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas forcément, en tout cas, concerné, je pense qu'ils sont tous concernés, mais si vous voulez, il n'y a pas d'obligation à suivre cette formation. Et pour les magistrats, c'est la même chose. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui veut devenir magistrat, il aura une formation de base concernant justement le contrôle coercitif, l'emprise, le contexte en fin de compte des violences intrafamiliales. Même chose pour les forces de l'ordre. Par contre, les policiers, les gendarmes, les magistrats qui sont déjà installés depuis un moment, il n'y a pas d'obligation. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir écouté cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes bfmtv.com et sur le compte X d'Affaires suivantes. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous.